3/4 d'heure d'entretien donc avec un auteur qui qui entretient une relation avec Bruxelles, soit parce qu'il y vit, parce qu'il y travaille, ou encore parce qu'il écrit sur la ville, parce que la ville de Bruxelles est une toile de fond de ses ouvrages. Et on verra qu'avec Alain Berenbaum, on réunit les trois critères. Donc, on est parfaitement dans le cahier de charge. Dans le cahier de charge. La communauté française sera contente, oui. 2-3 mots pour vous présenter, mais on va le faire très rapidement parce que je pense que vous connaissez tous Alain Berenbaum ici. Né à Schaerbeek, vous êtes avocat spécialisé dans le droit d'auteur et des médias. Professeur LLB, vous avez publié de nombreux ouvrages et articles juridiques sur le sujet, notamment un ouvrage qui fait référence le nouveau droit d'auteur et les droits voisins. Que je ne dédicace pas ce soir. Non, voilà. Mais d'ailleurs, on l'a pas pris. Aux éditions Larcier, qu'on connaît. À côté de cela, on vous doit de nombreuses chroniques, notamment pour le soir, mais aussi qu'on peut lire sur votre site. Mais évidemment, vous le savez, c'est avant tout aujourd'hui, ce soir, comme romancier, comme auteur, que vous êtes là. Alors, une quinzaine de romans depuis 1990 avec la publication de la position du ministre. En fait, 13. C'est le 13e. J'espère que ça portera chance. Mais il y a des textes aussi dans des ouvrages collectifs. Voilà, ou des recueils de nouvelles. Des recueils de nouvelles, etc. Donc, voilà, une œuvre qui prend en densité, j'ai envie de dire, avec des lignes de force qu'on va essayer de dégager ce soir ensemble. Alors des romans finalement aussi difficiles à étiqueter parce que souvent très différents les uns des autres, des livres très différents. On peut citer Le Pique-nique des Hollandaises que vous connaissez peut-être, Le goût amer de l'Amérique en 2006, une série de 4 romans policiers qui mettent en scène cet inspecteur incroyable qui est Michel Van Loo, sur lequel on reviendra. Personnage un peu désinvolte, désabusé, mais qui subit plus qu'autre chose les faits historiques auxquels il est confronté. On y reviendra. Et puis enfin, plus récemment, 2 ouvrages sur lesquels on s'attardera. Évidemment, Monsieur Optimiste, publié en 2013, pour lequel vous avez reçu le prix Rossel, et qui a d'ailleurs été aussi adapté au théâtre en 2015, dans une mise en scène, très belle mise en scène de Christine Delmotte, au Théâtre des Martyrs. Et le tout dernier ouvrage, Hong Kong Blues, qui est sorti alors il y a quelques semaines, aux éditions Genèse. Et là, je voudrais peut-être en fin de dialogue qu'on dise un petit mot sur cet éditeur qui finalement est en partie basé à Bruxelles, mais qu'on ne connaît pas peut-être très bien, alors que il publie des auteurs assez importants. Voilà. Première question, est-ce que le jeune Alain Berenbaum a souhaité ou a rêvé un jour d'être historien? Et puis, question plus générale, est-ce que vous avez besoin de cette mémoire historique pour, je vais dire comme base, pour déclencher le roman? Oui, j'aime bien que vous ayez commencé par dire que mes romans sont difficiles à étiqueter. Ça, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, j'ai moi-même le sentiment que c'est difficile et je me rends compte que certains critiques parlent de mes livres en y mettant des étiquettes totalement différentes. Et ça me plaît beaucoup parce que je pense qu'effectivement, un roman ne doit pas être étiqueté. Il faut pas le ranger. C'est très français, ça, ou très francophone. Bon, on est à la maison de la francité, mais c'est très français de vouloir à tout prix étiqueter un auteur ou un genre littéraire. Voilà. Moi, je pense qu'on peut tout faire. Et c'est un roman. Bon, c'est un bon roman ou c'est un mauvais roman, c'est tout. Et il y a une règle essentielle quand on est romancier, c'est que avant tout, il faut que les gens prennent plaisir à leur lecture. Après ça, qu'il y ait d'autres possibilités de lecture, que cela fasse écho à des réflexions philosophiques, politiques, que sais-je, mais avant tout, c'est entertainment. C'est ça un roman. Et
Et je trouve ça essentiel. Et le ça, plaisir de l'écrire, le plaisir de le plaisir l'auteur, d'écrire, mais le plaisir de le lire. Et j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais vous savez que non, parce que justement, l'un des grands problèmes de la littérature française à partir des années 60, ça a été de condamner l'intrigue. C'était le nouveau roman, et qui pèse encore largement sur le fait que la littérature française s'est finalement racrapotée, pour donner un bon mot belge, sur la France, et qu'elle a perdu son aura internationale. Enfin, depuis que j'ai commencé à écrire, moi, ça m'a toujours intéressé de raconter des histoires sur des histoires contemporaines. Et vous avez raison, forcément, moi j'ai commencé à écrire au 19e siècle, au 20e siècle, 19e siècle presque. Et donc, le 20e siècle est évidemment la matière d'une grande partie de mes romans. Disons, allez, 9 sur 13. Parce que, à part la série dont on va parler des enquêtes du détective Michel Vanloo, tous les autres sont des romans contemporains du XXe siècle. Et Michel Vanloo, d'ailleurs, c'est des livres historiques, mais du XXe siècle aussi. Alors, est-ce qu'il y a un travail en amont de documentation, pour camper justement, pour situer les moments, les faits historiques dans lesquels vous plongez les personnages, quoi? Écoutez, oui et non. Moi, j'aime bien me promener en terre étrangère. Et donc, quand j'ai écrit La position du missionnaire ou La table de riz dont on vient de parler, ou Le pique-nique des Hollandaises auquel vous avez fait allusion, qui, comme son nom l'indique, se passe en Pologne, je me suis assez peu documenté au départ. Donc j'ai commencé à écrire, je dirais, sur base des images que j'avais de ces pays-là, dans lesquels l'intrigue va se dérouler. Même chose, il y a une enquête de Michel Vanloo, la deuxième, qui s'appelle Le Roi du Congo, qui se passe au Congo belge, en 49, non, en 48, et voilà, j'ai jamais mis les pieds au Congo, jamais mis les pieds en Chine continentale à l'époque, ni en Pologne, bon, ni d'ailleurs en Afrique en général, et donc, c'est mon fantasme de l'Afrique, mon fantasme de la Chine, mon fantasme du Congo belge. Et alors, simplement, au cours de l'écriture, pendant que j'écris, là, il y a des machins où je me dis, attends, là, je vais me tromper en plus, je vais choquer le lecteur qui connaît le truc, donc Et donc, je me documente, en fait, de manière pratique. Au fur et à mesure que j'écris, je me dis là, il faut que j'aille gratter un peu. Mais je ne fais pas le contraire. C'est ça. Je fais pas le contraire. Je ne l'ai fait qu'une seule fois. C'est justement pour la première enquête de Michel Vanloo, qui se passe en 1947 à Bruxelles et qui s'appelle Péril en ce royaume, et qui se passe sur fond à l'époque de la question royale. Et là, j'ai fait un truc marrant. J'avais envie d'écrire, c'est le premier de la série, j'avais envie d'écrire, je ne savais pas que ça allait être une série en plus, donc j'avais envie d'écrire à l'époque un livre sur la Belgique de l'immédiate après-guerre, et pratiquement sur Bruxelles, c'est un livre sur Bruxelles de 1947, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au soir, à la bibliothèque du soir, et là j'ai feuilleté, un par un, tous les journaux de l'année 1947. Et c'est fabuleux, parce que je me suis plongé, évidemment, dans le climat, comme si je lisais le soir d'aujourd'hui, le journal d'aujourd'hui. Et donc ça, c'était formidable. Donc j'étais plongé dans le climat. Il y a quelques détails, quelques petits faits divers dont je me suis emparé. Ça ne m'a pas directement inspiré dans l'intrigue, mais ça m'a donné tout de suite l'odeur de l'époque, l'image de l'époque, la façon dont les gens pensaient, et voilà. Mais c'est le seul cas où vraiment on peut dire que j'ai poussé la documentation assez loin. Un roman, de manière générale, c'est le contraire de la consommation Twitter. Je veux dire, Donald Trump ne parviendra jamais à écrire un roman. Heureusement. Oui, enfin, on préférait qu'il écrive un roman qu'il préside les États-Unis. Mais bon. Mais Stephen King a déjà fait mieux que Trump dans ce que Trump pourrait imaginer. Mais bon. Donc, déjà, la nature même du roman est une respiration qui est donnée au lecteur par rapport, surtout aujourd'hui,
au fait qu'on est entre nos mails, notre smartphone, les tweets, Facebook. Le roman, c'est la façon de fermer tout ça et de respirer. Et je pense que c'est essentiel. C'est pour ça que le roman va survivre et se développer. C'est parce qu'il donne aux gens une respiration qu'on n'a plus dans la vie quotidienne. À côté de l'importance de l'histoire ou des faits historiques, il y a les personnages, vos personnages, qui sont souvent des personnages assez farfelus finalement. Peut-être des personnages qui sont d'une certaine façon un peu paumés, un peu désinvoltes aussi, mais qui se font rattraper justement par l'histoire dans l'intrigue. On a souvent parlé, les critiques ont souvent parlé à propos de vos ouvrages de lignes claires, cette référence à Tintin évidente dans le voyage, dans l'histoire. Je rajouterais peut-être Corto Maltese aussi du Gros-Pratt, hein, qui est aussi mêlé à des intrigues sur fond d'histoire politique, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que les personnages ont une énorme importance, et dans chacun de mes romans, je m'en suis rendu compte après quelques romans, le personnage principal prend la parole dès la première page. Et donc, il s'empare du lecteur et lui prend la main. Mais ce personnage principal, qui est parfois une femme, mais qui est le plus souvent un homme, est, comme vous dites, un personnage qui c'est pas vraiment un héros, c'est plutôt un anti-héros, comme on disait il y a quelques années. C'est un personnage qui est parfois velléitaire, qui a des ambitions, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions, qui est touchant, mais en même temps, qui a quelques blocages. Ça j'aime bien ce genre de personnage-là. Et c'est souvent lui qui mène le bal, et plus il est plongé dans une situation compliquée, dans un coin du monde où ça pète de tous les côtés, plus c'est intéressant d'avoir ce contraste entre, je dirais, ce personnage moyen, ce kidam un peu fragile, et évidemment la situation qui le dépasse et qui nous dépasse tous. Est-ce que vous étiez un grand lecteur de BD, de bande dessinée? Pas un gros lecteur, mais j'étais un lecteur de BD. J'aimais bien la BD. J'en lis encore de temps en temps. Et effectivement, moi, j'étais un grand fan de Hergé. Mais j'avoue que je ne faisais pas partie du club soit Tintin, soit Spirou. J'aimais bien les deux. Donc, voilà, j'aimais bien Franquin. J'étais un grand fan de Franquin. Et de Hergé. Et d'ailleurs, d'Hugo Pratt, dont vous parliez. J'ai passé une soirée avec Hugo Pratt à Venise, absolument, au Lido, donc sur l'île du Lido, absolument magique. Lui-même était un personnage de roman. Et d'ailleurs, dans Monsieur Optimiste, il y a quelques cases de Tintin qui sont reproduites, oui, absolument, dans l'ouvrage. Alors, on a parlé de la BD, mais autre référence importante, c'est le cinéma. Oui. Très présent dans les ouvrages, les références cinématographiques. Donc vous êtes, je pense, un grand amateur de cinéma. Il y a aussi ce côté dans les ouvrages très cinéma, très rapide par moment du déroulé cinématographique. Oui, en BD, je dois quand même ajouter que j'adorais aussi les pieds nickelés et que ça a certainement une influence, notamment sur la série Van Loo. Mais le cinéma aussi, ça c'est vrai que j'y ai goûté très très vite. J'ai eu la chance d'avoir un formidable prof de néerlandais qui enseignait le cinéma, et pas le néerlandais bien sûr. Bon, et qui m'a suivi pendant les 6 années où j'étais à l'Athénée de Schaerbeek, et qui est d'ailleurs devenu lui-même cinéaste. Il s'appelait André Delvaux.
et donc il a lui-même réalisé, comme certains d'entre vous le savent, un certain nombre de longs métrages remarquables. Et donc il était notre prof de néerlandais. Mais ça ne l'intéressait pas du tout. Donc on faisait que des cours de cinéma. On a tourné voilà. Pas vraiment en néerlandais. C'était aussi un très bon musicien, un magnifique pianiste. Mais donc, il nous a... Donc, ça, c'est formidable parce que j'avais 12 ans et il nous a vraiment donné le goût du cinéma en tant qu'art. C'est-à-dire qu'il nous projetait des classiques du cinéma auxquels on n'a jamais songé, qu'on ne voyait pas forcément dans les salles, des films des années 30, 20, des muets, des films des années 30, 40. Et il nous a fait aimer ça. Il nous a expliqué pourquoi c'était tellement admirable. La première fois que j'ai vu La Grande Illusion de Jean Renoir, quel choc! C'est absolument admirable. Et donc, c'est incontestable que moi, qui est toujours comme j'étais un enfant unique, donc je ne devais pas me battre pour garder mes bouquins avec mes frères et sœurs. Donc, je lisais beaucoup, mais j'allais beaucoup au cinéma, j'adorais le cinéma. Et ça les deux se sont mêlés. Et je suis persuadé que mon écriture dans ma tête, en tout cas, lorsque j'écris un livre, je vois en même temps les séquences qui s'y déroulent. C'est pas pour ça que mes films sont adaptables au cinéma, c'est dans la tête, mais c'est au moment de l'écriture, en tout cas, je vois les séquences se dérouler, ce qui donne en effet sans doute un rythme. Et 1947 était une année très intéressante parce que, au fond, la Belgique moderne est née de l'après-guerre, mais c'est une époque pas du tout bénie. Je veux dire, c'est pas la belle époque comme les gens parfois idéalisent. Chacun a d'ailleurs sa belle époque. C'est une époque extrêmement déchirée pour la Belgique. Il y a des conflits sociaux terribles. Il y a des bagarres entre les collaborateurs et ceux qui n'ont pas collaboré et ceux qui sont passés de l'un à l'autre, plus les gens qui sont rentrés de Londres. Et c'est aussi la question royale qui a totalement déchiré le pays. Et qui est la première grande querelle qui a divisé les Flamands et les francophones en Belgique. Et donc voilà, c'est de ça qu'est né Péril en ce royaume. C'était, vous dites un contexte tragique, oui, pour chacun de mes livres. C'est le contexte tragique que je voulais à ce livre-là. Et il n'en fallait, enfin, je veux dire, je pensais qu'il y aurait un livre qui raconterait à travers cette enquête d'un détective privé la Belgique de 47. Mais je me suis tellement amusé à l'écrire et je me suis dit qu'il y a tellement de choses à dire sur la Belgique de cette fin des années 40 qu'après ça, j'ai eu envie de continuer la série. On a eu 4 effectivement, et donc j'en ai fait un second qui se passait dans la 20e commune de l'agglomération bruxelloise, qui était le Congo belge. Et donc le roi du Congo nous plonge là-dedans. Et dès la première scène, en fait, c'est comme ça que ça commence. Michel Vanloo est à son petit bureau un peu miteux de détective privé, et il a devant lui ce qu'il appelle 3 nains, qui sont en fait 3 pygmées, qui débarquent dans son bureau et qu'il dénomme tout aussitôt Pim Pam Poum, en référence à une bande dessinée américaine des années 20. Tout est cohérent. Oui, tout est cohérent. Oui, voilà. Et donc, et ces Pim Pam Poum vont entraîner évidemment Michel Vanloo à débarquer au Congo belge, où il va mener son enquête, cette fameuse 2e enquête. Voilà, on en vient évidemment à Monsieur Optimiste. Vous l'avez compris, Monsieur Optimiste. L'intitulé de la soirée, c'était un optimiste au pays des Belges. J'ai choisi cet intitulé-là parce que ça me semblait effectivement la thématique d'Alain Berenbaum. Monsieur Optimiste, alors ce récit, effectivement, alors là, pour le coup, complètement différent, très personnel, et qui éclaire finalement aussi les romans précédents, notamment les enquêtes que vous venez d'évoquer de Michel Vanloo. Alors, rappelez-nous peut-être le déclencheur finalement de ce livre, cette volonté de finalement faire du rangement oui, c'est-à-dire que dans des affaires personnelles. Oui, plus exactement. J'ai commencé par, après, comme je l'expliquais, ces 2 livres policiers où le pharmacien Hubert avait eu de plus en plus d'importance,
je me suis dit, je vais mettre sur papier ce que je sais de mes parents, et je savais pas grand-chose. Et je me suis dit, pas nécessairement pour en faire un livre publié. Et j'ai commencé à écrire en me disant, tant que mon disque dur fonctionne encore, mettons sur papier ce que je me souviens d'eux, y compris des petits récits d'enfance ou des flashs où ils m'ont raconté telle et telle partie de leur enfance. C'était très rare. Mes parents parlaient très très peu de leur vie antérieure, très peu de leur vie en Pologne, très peu de leur ou en Russie, très peu de leur famille, oui, très peu de leur famille aussi. Bon, et donc ils voulaient, et effectivement, quand je suis né après la guerre, pour eux, d'ailleurs la famille avait très largement disparu dans les camps, et donc et la ville d'où mon père est venu, en Pologne, elle était totalement détruite, il n'en restait rien. Et donc, pour eux, c'était clair, ils allaient rester en Belgique, c'est fini, ils devenaient des Belges, et donc il fallait moi m'éduquer comme un petit Belge. Et donc mes ancêtres, c'était pas mon grand-père polonais ou ma grand-mère polonaise, bon, c'était ou russe, c'était évidemment Tintin, Tilleren Spiegel, que sais-je. Bon, voilà, c'est ça. Et les cyclistes. Et les cyclistes, Romain Mas, Silver Mas. Voilà. Bon. Donc ça c'était important. Mais alors le problème c'est que donc j'ai comme ça écrit quelques feuillets, quelques dizaines de feuillets, mais pas plus. J'étais bloqué. J'avais plus rien à écrire parce que j'avais plus aucun souvenir, que je voulais pas faire de la fiction. Là, justement, l'idée c'était d'être fidèle à la parole de mes parents et de ne pas en fabriquer des personnages de fiction avec mes parents. Ça, j'estimais que j'avais pas le droit. Finalement, ce sont les anecdotes parfois banales qui prennent toute une tournure face justement au côté tragique et bouleversant des faits qui sont évoqués dans l'ouvrage. Alors, ce passage-là est effectivement... Alors, ça se passe en 1940. Mes parents se sont mariés très intelligemment en 1940. C'était juste le bon moment pour fêter ça. Et donc... Juste après le mariage, dès que les Allemands, évidemment, s'approchent de Bruxelles, mes parents partent vers Boulogne, à vélo, avec ce qu'ils ont pu emporter, donc une valise de vêtements, et les voilà en route, comme la moitié de la Belgique, sur les routes du Pas-de-Calais. Tel que je connais ma mère, j'ai tendance à croire que tout au long de la route, elle craignait moins les crevaisons sur les gros pavés du Pas-de-Calais, les obus, la Wehrmacht, la Gestapo, le sort de sa famille écrasée sous le joug nazi à Vilnius, les doutes à propos de son mariage ou de la vie qui l'attendait dans Bruxelles occupée, que la perte de ses bagages. Son pressentiment ne l'a pas trompé. L'idée de renvoyer la valise par le train venait de Monsieur Optimiste. Dans le livre, on explique pourquoi mon père est affublé de ce sobriquet de Monsieur Optimiste par un ami allemand. Donc, l'idée venait de Monsieur Optimiste. Pourquoi s'encombrer, s'était-il écrié. Mieux vaut voyager léger pour arriver plus vite, et songe au pillard. Devant son insistance, elle a fini par s'incliner au lieu de suivre à son intuition. À leur retour à Bruxelles, la valise ne les attendait pas. Vous me direz que la France a été vaincue, envahie, le port du Pas-de-Calais ravagé sous le coup des bombes allemandes, faisant des milliers de morts, de blessés, de prisonniers, des dégâts considérables. D'accord. Mais pourquoi tous ces événements auraient-ils une influence sur le sort de sa valise ? La femme de Monsieur Optimiste gardait comme son mari une foi inébranlable dans la qualité et l'honneur des services publics. N'avait-elle pas en main, et je l'ai effectivement trouvé dans la caisse, n'avait-elle pas en main le récépissé numéro 305, remis par un fonctionnaire des chemins de fer français, preuve du dépôt de son bagage et de l'engagement de la compagnie, c'est-à-dire de la République française, à le transporter et à le lui restituer fidèlement. L'affaire aurait dû s'arrêter là. Les bagages avaient évidemment été dispersés, égarés, perdus, volés au milieu de la pagaille qui régnait à Boulogne. Dans le sauve-qui-peut général, la population locale ou ce qu'il en restait attendait cloîtré l'arrivée des ennemis ne sachant plus à qui obéir. Vous vous étonnez qu'une juive, qui a réussi jusque-là à échapper aux nazis,
à survivre à l'exode, au bombardement et aux rafles, renonce à faire son deuil de 2 tailleurs, bruns et bleus, de 2 costumes d'hommes, l'un bleu marine, l'autre gris, un peu élimé mais toujours portable, surtout en ces temps difficiles, de 3 paires de chaussures pour dames, blouse, chemise d'homme, linge de dame, un porte-mine en or, un formulaire pharmaceutique écrit à la main, 2 robes, 3 jupes, blanches, brunes, noires, un cache-poussière, alors vous ne connaissez pas ma mère. Et suit la suite des échanges de courrier. Donc ça m'a donné envie de faire un roman sur Hong Kong, parce que c'est à la fois, ce roman Hong Kong Blues est à la fois un roman avec ce personnage de Marcus Deschanel et les aventures qu'il a et son errance dans Hong Kong sans passeport et sans argent, mais c'est aussi Hong Kong est au fond un des personnages principaux du livre. La ville d'Hong Kong est elle-même un des personnages du livre. Mais justement, vous disiez tout à l'heure que pour des lieux qui ont servi de décor au roman précédent que vous ne connaissez pas, c'était l'image que vous aviez de la ville. Or ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le livre s'ouvre sur finalement le démantèlement de l'image que vous avez d'Hong Kong. Oui, c'est ça. On peut lire peut-être le début. Voilà. Vous avez droit au début. Puisque vous avez déjà eu l'entrée, voilà vous aurez quand même droit à un dessert. Voilà les nouilles. Alors, ça commence comme ça. Il n'y a rien à voir sur les quais de Hong Kong. Rien qu'un long rideau d'immeubles de verre et de métal qui renvoie l'éclat du soleil et vous aveugle comme les rébans des policiers. Que sont devenus les bars louches où de sombres Chinois échangeaient des paquets douteux avec des marins venus de pays qui n'existent plus, les bouges où des matelots descendus de bateaux crasseux battant pavillons improbables venaient s'enivrer d'alcool fort mélangé à du poivre et des épices, et les bordels au luxe tapageur où des créatures aux yeux bridés bouleversaient votre vie avant de vous transformer en épave. Peut-être que ceux qui ont agité sous notre nez ces mondes mystérieux et ces femmes fatales nous ont menés en bateau, que tous ces clichés sont le fruit de l'imagination de quelques décorateurs farfelus venus tout droit de leur shtetl polonais pour bâtir cette Asie d'opérette dans les studios parisiens d'avant-guerre. Ne cherchez pas sur les quais de Hong Kong. Vous ne trouverez même pas une cafétéria. Au prix du mètre carré, la limonade serait impayable. Bon. Et puis, voilà. Et en fait, c'est le début du livre qu'écrit Marcus Deschanel, enfin de son carnet de voyage, et qui va revenir, mais sous des formes diverses. Ce passage va revenir sous des formes diverses tout au long du livre. Mais c'est aussi à la fois un roman sur l'écriture, finalement, sur l'écriture de romans, puisque à un moment, Marcus Deschanel se rend compte que son imagination est épuisée, tarie, il n'arrive pas à écrire ni un roman, ni son carnet de voyage, et donc finalement il essaye par tous les moyens de faire face à cette angoisse de la page blanche. Alors est-ce que d'une certaine façon la manière qu'il a de redéclencher l'écriture, est-ce que c'est une manière qui vous arrive aussi peut-être de faire, c'est-à-dire en relisant des auteurs qui vous sont proches, qui vous sont chers? En tout cas, les premières phrases. Oui, c'est ça. Ce qu'il fait, il va choisir des premières phrases de romans, ou de grands romans, d'ailleurs, généralement, de grands auteurs. Et puis, il écrit la phrase, et puis il continue, et puis il se rend compte que ça tombe en poussière, évidemment, parce que c'est très bien d'écrire, je sais pas moi, longtemps je me suis couché de bonne heure, bon, et après ça, bon, bonne chance pour faire du Proust, quoi. Bon. Donc, il fait ça, et ça fonctionne pas. Et alors, c'est vrai que dans ce roman, c'est la ville d'Hong Kong qui est, comme je dirais, héroïne, mais aussi Marcus Deschanel. Et donc, il y a des retours en arrière de temps en temps où on découvre comment Marcus Deschanel en est arrivé là, enfin être quand même sur la pente descendante et dans une très mauvaise phase de sa vie, à la fois avec avec 2 histoires sentimentales qui ont mal tourné. Et aussi sa vie d'écrivain, et donc on raconte peu à peu cette vie sentimentale et sa vie d'écrivain qui explique en réalité l'impasse dans laquelle il est lorsqu'il part à Hong Kong, et peut-être ses réactions d'ailleurs à Hong Kong aussi, et le côté peut-être un peu
comment dirais-je, inquiétant qu'on peut avoir de Marcus Deschanel en se disant, au fond, comme les flics d'Hong Kong, est-ce que ce type est vraiment blanc comme neige? C'est ça. C'est vrai qu'il y a un doute qui plane pendant tout le livre. Et encore une fois, alors on terminera par là peut-être, un personnage assez étrange, farfelu, qui est ce plombier cabaretier, qui finalement lui sauve un peu la mise. C'est heureusement qu'il rencontre ce type. Sur une île, apparemment. Enfin, je connais pas Hong Kong, Hong Kong est composé de plusieurs îles. Alors, il y a la grande île où se trouvent les principaux centres d'affaires, les traders, les magnifiques buildings modernes, d'ailleurs, très, très beaux, d'ailleurs, sur le plan architectural, si on aime l'architecture contemporaine. Et puis, il y a des territoires, dans lesquels vivent, je dirais, le lumpen prolétariat, ceux qui travaillent 12 heures par jour et qui vivent dans des espèces de cages à poules, qu'on voit d'ailleurs dans certains films de Wong Kar-wai notamment. Et puis, il y a d'autres petites îles autour de Hong Kong, mais qui là se sont arrêtées dans le temps. Et donc, il y a une des îles où vit là ce cabaretier, qui est plombier aussi, français, et qui a une petite paillote sur le port, un petit port de pêche, et l'île elle-même est composée de quelques maisons en torchis ou en béton avec des toits un peu à l'africaine. Et ce cabaretier tient en effet un café qui s'appelle Les Copains d'abord, et sur le mur est reproduit un dessinateur a reproduit la tête de Brassens, mais bon, comme c'est un dessinateur chinois, il lui a fait des yeux bridés, donc il ressemble davantage à Mao. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est que ça existe, et que donc Les Copains d'abord est bien là où il est, et que effectivement, un jour j'ai débarqué dans cette petite île, je me promenais là, j'ai débarqué dans cette petite île, je vois Brassens, Les Copains d'abord, je vais dans le bistrot en question, je me mets sur la terrasse, il y a des gens à côté qui apparemment comprennent pas des touristes occidentaux qui comprennent pas très bien ce qu'on peut manger. Et le type vient vers moi, forcément en français, en me disant, ici, on mange écoutez, il y a du sauciflard, il y a du fromage qui vient d'arriver, j'ai un arrangement avec, des hôtesses de l'air d'Air France qui m'amènent du fromage en cachette, bon. Et donc, on pouvait manger du sauciflard et il faisait lui-même sa baguette, évidemment. Et bon. Et à côté, j'ai compris pourquoi mes voisins ne comprenaient pas, c'était des Hollandais. Donc, j'aurais traduit en néerlandais quand même. J'avais moyen de manger. Alors voilà, si vous voulez connaître la suite des aventures, ou plutôt des mésaventures de Marcus Deschanel, bien, vous plongez dans Hong Kong Blues, également disponible. Maison